Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 23. Yoga, super pouvoir et secte sexuelle. Quand on a été profondément investi, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, socialement, dans une pratique, quand elle est devenue si importante dans notre vie et qu'elle contribue à définir notre identité, peut-on la quitter? Geoffrey poursuit le récit sincère et courageux de son odyssée. Une fois son maître spirituel tombé de son piédestal, que vont devenir ses croyances? Attention, ce qui suit contient des propos particulièrement choquants. Chapitre 5. L'arbre qui cache la forêt. Un de mes premiers profs que j'avais rencontré à Mazunte, qui est français, m'appelle. Il était un peu sonné aussi de tout ça et il me dit voilà, je suis désolé, est-ce que je me sens un peu coupable parce que c'est moi qui t'ai envoyé aussi à Agama. Donc t'as le droit de savoir. Il me raconte plein de choses sur l'arrière d'Agama. Et il me dit que notamment il y avait déjà eu des problèmes avant 2013. Il me dit qu'ils ont essayé de régler ça ensemble, en interne, ça n'a jamais fonctionné. Et que c'est pour ça notamment que Sahajananda et Ridhaya Yoga se sont séparés en 2014-2015 d'Agama. Parce qu'ils voyaient bien que Narcisse repartait dans les mêmes trucs, quoi. Encore et encore. Alors moi, je l'ai vraiment choqué. Et je repensais à toute cette histoire de jeunes voyageurs super naïfs qui découvrent un truc paradisiaque. Parce que quand je suis revenu là, en 2018, je me disais, tiens, c'est quand même dingue, les pauvres jeunes qui arrivent là, qui n'ont jamais entendu parler du scandale de 2015, qui arrivent trop naïfs, ils ont l'impression qu'il ne s'est rien passé dans l'école. Sauf que jamais une seconde, je me suis dit que moi-même, arrivant en 2013, eh ben, j'étais peut-être déjà dans ce cas-là, en fait. Et que ce n'était pas le premier scandale, et que moi, je passe l'éponge, parce que c'est un scandale, et qu'au final, machin, non, c'est une répétition où les gens partent, les plus fidèles restent, ça sélectionne les plus fidèles au fur et à mesure, qui sont complètement conscients de ce qui se passe, et qui, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, décident que c'est une bonne chose de continuer ça, quoi. Dans l'enquête interne, là, pour améliorer Agama et faire qu'il n'y ait plus de viols et d'agressions sexuelles, ce qui est quand même effectivement plutôt bien, hein, dans une école de tantra qui se revendique féministe et progressiste et pour la défense des... Moi, j'étais, et je le suis encore un peu aujourd'hui, hein, j'étais fou, quoi. Non seulement, de toute façon, c'est des crimes qui sont horribles, mais en plus, dans une école où on te vend l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où, c'est pas de bol, t'avais un psychopathe ou t'avais un taré ou juste un macho, voilà, qui fait ça. C'est dans une école où on t'enseigne depuis le début que tu vas être respecté ici, qu'on va prendre soin de toi, qu'on va t'apprendre à être égalité. Moi, toutes mes copines, elles avaient toutes l'air hyper heureuses, quoi. Enfin, vraiment. Et parce que 99% ne passent pas dans les mains de ce famille. Et dans cet univers-là, où moi, je l'ai vécu comme un paradis, et un truc sécurisé et safe, et pour les hommes et pour les femmes, mais en fait, en arrière-plan, il se passait ça, quoi. Il y a vraiment un moment où après je me dis en fait à partir du moment où il s'est passé ça dans ma vie, je peux plus croire personne en fait. Je peux vraiment plus croire personne. C'est dur, hein. C'est vraiment de se dire mais et de me dire en fait dans l'école je sais pas qui était au courant, qui était pas au courant, qui j'ose imaginer que l'essentiel de mes potes l'était pas. J'ose imaginer que c'était que là-haut qu'ils savaient ça, mais en même temps comme je t'ai dit, j'avais moi aussi des éléments en fait. Je les voyais pas mais on avait tous des éléments. Et je parlais d'un groupe qui s'influence et influence le gourou, mais c'est exactement ça. Oui, il y a une complicité implicite, en réalité, plus ou moins forte. C'est-à-dire qu'il y en avait certainement qui étaient beaucoup plus au courant que toi. Mais au bout du compte, le système s'autosuffit, se nourrit et perdure. Parce que là, clairement, on est face à une prédation normalisée et systémique. C'est-à-dire que ça faisait des décennies que c'était comme ça. Et d'ailleurs, dans la presse, les témoignages rapportent que les profs femmes disaient aux filles si tu as des problèmes sexuels, va vers Swami, lui, il va t'aider, etc. Donc, il y avait des rabatteurs. Chez les hommes, pareil. C'est-à-dire que les hommes pouvaient se dire aussi pas disponibles et renvoyer vers Swami. Donc, il y avait tout un système comme ça. Et ce que moi, j'ai fait de manière indirecte, sans le savoir, j'ai participé à tout ça. Et notamment dans les premières années, quand j'étais à fond dans l'école et que j'adorais vraiment Narcisse pour tout ce qu'il faisait, et vu que moi je pratiquais pas le tantra moi-même avec d'autres femmes, quand elles venaient me demander, d'abord en tant qu'étudiant et copain et après en tant que prof, je leur disais, vous pouvez aller voir des profs expérimentés ou Narcisse, quoi, qui s'en sort très bien, d'après moi les quelques exemples que j'avais eus. Et il a fallu attendre l'année 2015 où il y a eu les différents
choses qui se sont mal passées où je suis allé voir Narcisse et je lui ai dit, mais de toute façon, j'amènerai pas mes étudiants de France, je les encouragerai pas à aller en Thaïlande. Et en tout cas, s'ils viennent en Thaïlande, je leur déconseillerais vivement de coucher avec toi. Mais à l'époque, c'était surtout parce que, oui, j'avais moins confiance en lui et l'histoire de il met pas de préservatif en disant qu'il n'y a pas de risque d'infection sexuellement transmissible, quoi. Ouais. Et j'étais à des lieux d'imaginer qu'il y avait des choses... Ouais. Et ce que disent aussi les témoignages dans la presse, c'est que les femmes qui venaient se plaindre de ce qui leur était arrivé, des brutalités qu'elles avaient subies avec Narcisse, quand elles venaient les raconter à des professeurs élevés, donc des enseignants élevés, et même des femmes, on les réduisait au silence. Et on leur disait, encore une fois, sous peine de karma négatif pour toutes tes futures vies. C'est-à-dire que les arguments avancés, ils sont clairement nuls, mais on comprend bien que dans un système de croyance dans lequel tu étais toi-même très engagé, c'est un argument. C'est pas rien. C'est un argument. Et encore une fois, on est face à un être illuminé. C'est comme si on avait l'archange Michael devant soi et qu'on va dire, il y a eu un problème avec l'archange Michael. Ouais. En gros. Ouais, non, je veux dire, ça, c'est exactement ça. Donc, la Vierge Marie, on va la voir et elle nous dit, mais non, attends, c'est toi qui as un problème et puis fais gaffe à ton avenir karmique, travaille sur toi, t'as un problème avec ton premier chakra, t'as un problème avec ton deuxième chakra. Et oui, bien sûr que les femmes sont réduites au silence. En plus de, bien entendu, les mécanismes qu'on connaît bien de honte lorsqu'on s'est fait violer. Donc là, on est typiquement dans un système qui s'autorégule, et où il y a des gens à différents niveaux qui vont permettre ça et permettre que ça perdure. Ouais. Il y a par exemple un témoignage d'une femme qui a été demandé un massage du yoni à Narcisse parce que on lui a dit bah oui, t'es bloquée sexuellement, et puis elle se disait exactement ce que tu décris. D'ailleurs, on voit dans son témoignage, elle dit tout le monde avait l'air super content du tantra, tout le monde avait l'air super épanoui. Moi, j'étais pas venue pour ça, et d'ailleurs j'avais un traumatisme sexuel moi-même et je ne voulais pas aller vers ça, j'étais venue pour le yoga. Mais on m'avait dit pour atteindre un niveau supérieur, ce n'est pas une obligation, tu n'es pas obligé d'y aller, mais quelque part, ça veut dire tu n'es pas assez loin dans le processus pour avoir accès à ça, et un jour peut-être tu y arriveras. Et on a fini par lui conseiller d'aller voir Narcisse Tarco, et bilan, elle s'est fait violer. Et son massage du yoni s'est transformé en pénétration non consentie, parce qu'il lui a dit ton yoni, pour être bien soigné, il faut que je lui mette mon lingam. Ouais. Et le lingam, c'est le pénis. Et on a retrouvé un enregistrement de Narcisse, et ça m'étonne pas du tout en l'écoutant, qui dit à des élèves avancés, bien avancés, il va pas dire ça aux débutants, vous savez, moi je suis professeur de yoga sexuel, donc j'enseigne pas en théorie, j'enseigne en pratique, je soigne avec ça, je suis un peu comme un médecin. Si un médecin sait que vous avez besoin d'un médicament, même si vous le voulez pas, il vous le met dans la bouche pour que ça vous soigne. Texto. Ouais. Ça, c'est un niveau yogique très élevé d'après lui dans son enseignement, effectivement. Mais il dit quand même, parce qu'il est quand même assez rusé, on le sent, j'ai arrêté de faire ça parce que je sais que dans notre société démocratique occidentale, ce n'est plus accepté. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a une drôle d'idée de la médecine, parce que les médecins, ils n'ont pas le droit de forcer à un soin. Mais oui, en le répétant, mais d'ailleurs, en plus, en tout cas en France, parce que je ne sais pas en Roumanie, mais en France, c'est pas du tout le cas. Tu n'as pas le droit de mettre de médicaments dans la bouche des gens. C'est pas déontologique. Ouais. Alors, dans la presse, il y a plein de descriptions qui sont assez variées. Ça va de la claque aux fesses à la menace pour avoir une relation sexuelle sans consentement. Et puis, bien sûr, l'asymétrie maître-élève, qu'on a bien comprise là avec ton témoignage, qui fait que tout simplement, la personne n'est plus en mesure d'exprimer ce qu'elle veut et qu'elle pense que son maître sait mieux qu'elle, exactement comme tu le décris pour toi-même. C'est-à-dire qu'il t'a percé à jour, il connaît tes chakras, il connaît tes faiblesses, tes forces, etc., mieux que toi-même. Et puis, il y a carrément aussi des récits complètement sordides de type sodomie forcée, la personne est prise d'un coup par derrière, hurle et dit non, je ne veux pas, etc. Et lui continue. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le profil typique du prédateur et qui assujettit ses proies. Donc c'est plus je suis dans un enseignement, je profite vaguement de la situation pour avoir des relations sexuelles parce que voilà, j'ai un harem devant moi, j'ai des personnes qui sont prêtes à m'accorder ce que je veux. Non, les personnes n'accordaient pas ce qu'ils voulaient. Et clairement, quand on voit les descriptions dans les articles, il a une jouissance à, en fait, assujettir la personne, à la dominer. Et ça, c'est vraiment typique de la situation de viol, en fait. Et comme tu le dis, il avait
plein d'opportunités de sexualité en permanence. Et donc, on sent que c'est le profil typique du prédateur, du violeur, qui n'est pas forcément en manque de sexualité, mais qui juste a la possibilité de dominer. Ça, c'était un truc incroyable. En y réfléchissant sur les problèmes de viol ou d'agression potentielle de Narcisse, parce qu'il y avait eu le cas en 2015 d'un de ses profs et il n'avait rien dit. Avec le temps, en discutant avec les autres profs, on disait « Mais non, mais c'est impossible. Narcisse ne peut pas violer. C'est pas imaginable. Il couche avec 30 à 50 femmes qui viennent le voir de bonne volonté. C'est elles qui veulent. Ce gars-là, il ne peut pas avoir une frustration sexuelle. Donc, il ne peut pas être un violeur. C'est ridicule. Et c'est pour ça que ça nous paraissait complètement impossible et aberrant que Narcisse puisse agresser ou violer des femmes. Et ça, c'est le grand mythe du viol qui viendrait d'une frustration. Mais le viol ne vient pas d'une frustration. Les gens qui violent pour violer. Ils violent pour entrer en infraction, faire du mal et dominer. Donc, c'est le type d'idée qu'il faut essayer d'expliquer et de diffuser, parce que ce n'est pas une frustration qui mène au viol. Des gens frustrés, il y en a partout. Et tout le temps, dans la sexualité comme dans d'autres choses, et c'est pas pour ça qu'on passe à des actes violents. Heureusement pour moi, j'étais pas dans l'école à ce moment-là, parce que j'imagine que j'aurais réagi pareil, mais j'en sais rien. Il y a 95% de mes potes qui sont partis, outrés, et il y a 5% de mes amis, femmes et hommes, qui sont restés dans l'école, qui ont cru qu'en Narcisse disait que tout était faux, etc. Et dans leurs arguments, c'était « Attendez, ces femmes-là, elles se plaignent, mais au final, elles le connaissaient bien, elles sont venues de leur plein gré chez lui, ça n'a rien à voir avec un viol, l'image du viol étant une personne étrangère agressée par un étranger dans la rue, l'image dans les films, quoi. » L'image d'Épinal du violeur, alors que la plupart des violeurs, statistiquement, sont des proches des personnes que la personne connaît, que ce soit son mari, son ex-mari, son ex-petit copain, ou, quand on est enfant, bien sûr, des proches adultes. Pour continuer ça, les personnes qui faisaient l'enquête interne pour essayer d'améliorer Agama là-dessus, avant que l'article sorte, ils en avaient parlé déjà à Narcisse, de faire que des rendez-vous par Skype avec lui pour éviter toute ambiguïté et tout problème, et que si une femme désirait avoir une relation sexuelle tantrique avec lui, le précise en amont pour le voir en personne. Et il avait refusé. Il avait refusé tout simplement, en fait, en disant que personne n'était son babysitter. En tout cas, je me souviens plus exactement. Ouais, mais c'est là aussi qu'on voit la grande naïveté des gens qui l'entourent et qui ne comprennent pas la dimension de ce qui se passe. Non. Le mec, il a créé un empire, et pourquoi est-ce qu'il va lâcher quoi que ce soit ? Il est en plus dans un pays en totale immunité. Et puis, c'est pas la première fois que ça lui arrive, manifestement. Moi, j'ai mis du temps. J'ai mis des années, en fait, à comprendre que il pouvait pas ne pas l'avoir fait exprès. Parce que pendant un moment, j'hésitais encore. Je me disais, mais bon, il a violé ses femmes. C'est horrible. Et de son point de vue à lui, est-ce qu'il a conscience du mal qu'il fait ? Ou est-ce qu'il pensait vraiment soigner machin et il est devenu psychopathe, en fait, dans son trip, quoi. Et non, là, maintenant que je prends du recul, les années, il avait conscience. Les témoignages où les filles azurent, elles disent non, quel que soit ton degré d'adhésion à une croyance complètement pétée, là, tu vois bien qu'il y a un problème, quoi. C'est impossible qu'il ne l'ait pas vu à répétition, vu que c'était, comme on l'a dit, pas la première fois que ça arrivait, en fait. Donc ce type, manifestement, est complètement conscient de ce qu'il fait, quoi. Et d'après toi, comment tu expliques le fait que les personnes aient accepté tout ça ? C'est-à-dire, on comprend bien que les choses se mettent en place progressivement, que les gens intègrent l'école, s'y investissent, et puis au début, ils n'ont pas connaissance de tout ça, et c'est évidemment des personnes choisies aussi qui sont abusées, des personnes dont sans doute ils pensent qu'elles ne parleront pas, qui ont déjà des traumatismes et qui vont être tellement détruites que sans doute elles seront même pas crédibles, peut-être, je ne sais rien. Mais en tout cas, d'après toi, qu'est-ce qui crée cette acceptation générale ? L'acceptation par les femmes qui ont été abusées, l'acceptation par l'entourage, quand on voit tous ces indices, voire même les gens proches, parce qu'on peut bien imaginer que Maha, qui était son bras droit, était au courant de tout ça. Ce serait difficile de ne pas l'être, en tout cas. Ouais. Et puis, de toute façon, les récits disent bien qu'il y a des rabatteurs, très clairement, qui conduisent systématiquement vers Swami. Mais la notion de rabatteur n'est pas forcément consciente. Ça, c'est terrible. Moi, je pense que ce qui fait que ça tient aussi bien, c'est tout le décor, en fait. Ben, moi, j'ai fait partie du décor complètement. Tu as des gens heureux, joyeux, qui vivent leur meilleure vie, où il n'y a pas une once d'agression. Enfin, tout va bien, en fait. Et que le climat, il est dans une sexualité tantrique, épanouie, équilibrée, féministe. Enfin, le décor qu'il y a autour, il est nickel. Il n'est pas que nickel, il est ultra protecteur pour les femmes, en fait. Ça paraît complètement improbable de se dire que dans cet univers-là... En fait, les premiers jours, quand on arrive, on se dit « Oula, on joue avec la sexualité, c'est dangereux. »
Et en fait, on désarme, au fur et à mesure, on désarme. Il y a des rumeurs, mais elles sont fausses. Et on vous le dit nous-mêmes qu'il y a des rumeurs, donc quand même, vous pouvez nous faire confiance. Il y a des stages de sexualité tantrique, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y aller. Étape par étape, il y a les copines qui finissent par aller coucher avec ou Narcisse ou avec d'autres et qui reviennent et qui ont le sourire jusque-là, et tout va bien, et ça s'est super bien passé. Et on s'en parle, entre nous, on s'en parle de tout ça. Donc ça crée comme une espèce de décor où tout se passe super bien. Et je pense que quand tu as une femme isolée qui arrive et qui dit c'était l'horreur, bah les gens préfèrent ne pas la croire, en fait. Je pense. Hein. Oui. Et qu'elle, elle sait ça à l'avance, donc elle va préférer s'en aller sans même essayer d'en parler. J'imagine. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'évolution spirituelle et des blocages qui arrivent sur le chemin spirituel, qui est une habitude, en fait, dans cette école. Et donc, on a tous vécu des moments où on n'était pas à l'aise, on était inconfortable, et on s'est retrouvé à dépasser nos limites pour avancer spirituellement, et souvent, ça s'est bien passé d'ailleurs. On a tous eu ça. On nous explique que ça fait partie du chemin spirituel. Donc, il y a des grosses épreuves, il y a des gros dramas. On n'appelle pas ça des scandales, on appelle ça des dramas, comme les drama queens. Tu vois, il y a des dramas pour tout le monde, et c'est un vocabulaire qui n'est pas anodin, en fait. Hein. On le répète en permanence. Ça désamorce justement le côté dramatique. Il y a encore un drama. Ça veut dire quelque chose où les gens ont émotionnellement leur svadhisthana, leur deuxième chakra, c'est le théâtre, c'est l'ego qui fait n'importe quoi, qui n'est pas contrôlé. Il y a des dramas, et si tu arrives à contrôler ça, alors tu montes en Manipura, le troisième chakra qui a la puissance, la volonté. Et si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. Et puis le cœur où tu acceptes tout. Dans le cœur, il y a aussi la notion où tu acceptes que ce soit bien ou pas bien pour toi. Donc il y a la notion que quelqu'un qui commence quelque chose et puis j'ai mal, bah, c'est du deuxième chakra, c'est nul, quoi, c'est un peu naze. Donc nous, on n'a pas envie d'être comme ça. Que ce soit pour arrêter une posture de yoga parce que c'est trop long, que ce soit dans une initiation au tantra où en fait, au début, on te dit tu peux mettre des limites là où tu veux. Donc si tu veux pas qu'on te touche les seins, on touche pas les seins, tu veux pas qu'on touche l'épaule, le pied, voilà. Et c'est en couple ou en partenaire choisi. Sauf que dans les exercices, il y a des exercices un petit peu plus intimes, il y a quelqu'un qui bloque et qui dit je veux pas. Et c'est arrivé plusieurs fois, d'après mes potes, les animateurs qui ont dit qu'au moment où la personne, femme ou homme, disait non mais là c'est trop pour moi, c'est trop intime, je veux pas. Il dit faut te pousser un peu parce que c'est un blocage, faut gérer le blocage. Et c'est normal en fait. Oui, donc il y a énormément de personnes qui sont encouragées à dépasser leurs limites et à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire. Tout à fait. Ouais. Et il y a eu une enquête demandée par Agama avec une personne externe à Agama pour analyser le scandale avec un audit. Le scandale a eu lieu en juillet et en septembre, le résultat devait être donné. Il n'a jamais été donné, jamais. Et la personne, quand on lui a demandé, elle était sous obligation de respecter le secret professionnel. Elle a juste dit, mes résultats n'ont pas été publiés par l'école, vous pouvez en déduire ce que vous voulez, mais ça ne leur plaisait sans doute pas. Et là, j'ai regardé récemment leur page et ils disent on a fait un audit qui nous a blanchi complètement. Quoi. Alors que rien n'a été publié et qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dans ce rapport. Très probablement pas disculpé. Quoi. Tu disais que tu étais sous le choc quand tu as vu le truc en juillet. Et aujourd'hui, tu parles de tout ça. Donc, tu as manifestement pris la décision de diffuser l'information, de faire de la prévention au sujet de cette école, mais aussi plus largement, sans doute, de ce qui peut se passer en yoga et en tantra. C'était quoi ta réaction ? Est-ce que tu as essayé de mettre tout ça sous le tapis ? Avec les semaines, je me suis dit, je me suis engagé publiquement en tant que prof d'Agama, il faut que je réponde publiquement. Donc j'ai écrit un petit post sur mon blog en disant clairement, le plus clairement que je pouvais à l'époque, ce qui s'était passé et pourquoi moi je quittais complètement Agama. Et non seulement je quittais, mais je déplorais qu'il n'y ait pas de jugement en fait, de tribunal et que j'attendais que ça se fasse. Ça demande un certain courage parce que tu as beaucoup diffusé avec ton blog, tu as quand même montré à quel point c'était génial, cette école, etc. etc. Donc effectivement, en novembre, je crois, tu fais une déclaration publique du fait que tu te désolidarises et que tu nommes les faits, en tout cas, très clairement. En fait, je l'avais fait quelques semaines après sur ma page Facebook. Et c'était en novembre exact que j'ai écrit l'article en me disant, en fait, ça suffit pas un blog sur une page Facebook pour tout ça. Non, c'est pas assez. Et dans ces discussions-là, où en gros, je prenais la défense des femmes qui étaient attaquées et je disais, mais non, mais là, l'école, elle a merdé et Swami, il a fait de la merde. Assez vite, quelques-uns se sont mis à m'agresser. En disant, mais toi, t'étais prof de cette école-là, donc t'es coupable. Tous les gens qui étaient dans cette école sont coupables, etc. Et d'autres gens qui me défendaient, qui disaient, mais attendez, vous êtes cons. Enfin, il est là, il est en tant que prof de cette école-là, il est en train de les dénoncer et de dire, elles ont raison. Donc au contraire, il est là pour aider, en fait. Et il m'a fallu plusieurs semaines derrière ça pour me dire c'est vrai, en fait, d'une certaine manière, j'ai facilité ça, moi et mes potes et les gens très bien et très naïfs et qui n'ont jamais agressé ni femme, ni homme, ni personne. Et en fait, on a facilité ça, quoi.
Et la culture du viol, que pourtant j'avais étudié un peu dans mes voyages, dans les squats, etc. Mais que j'avais pas intégré. Parce que je suis un homme blanc, que j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été agressé. Mes copines ou ne l'ont pas été ou me l'ont jamais dit. Et du coup, j'avais jamais été confronté réellement à ça. C'était que dans la théorie. Et là, tout à coup, j'ai dit, mais en fait, c'est ça, la culture du viol, ça fait partie de ça, en fait. Moi, l'impression que tu me donnes, c'est que tu ne faisais manifestement pas partie de la sphère d'influence du centre du système, puisque toi-même tu dis que tu ne faisais pas de tantra, qui était quand même le truc majeur de cette école de yoga. Mais en même temps, tu es une jolie vitrine, en fait. C'est ça, hein ? Tout à fait. Vraiment la vitrine de... Le mec bien, le mec sérieux, qui suit bien les cours, qui sait de quoi il parle. Et qui a l'air bien dans sa peau, qui est souriant, qui est épanoui, qui est bien dans son corps. Toute la figure, la vitrine transparente. Et en fait... Les profs qui m'avaient épaté les premiers mois, il y en avait beaucoup qui étaient comme moi. Ça faisait quelques années qu'ils étaient là, ils étaient assez en périphérie, et ils étaient à donf les étoiles dans les yeux sans trop maîtriser ce qui se passait, parce qu'il n'y avait pas de raison d'imaginer qu'il se passait autre chose dans l'école de toute façon. Et cette vitrine-là, elle paraît être des profs hyper avancés, etc. quoi. Et quelqu'un qui rassure, qui dit que l'école est safe, parce que moi je trouvais que l'école était safe, ça fait partie indirectement de la culture du viol. Et ce qui s'est passé dès les premières semaines et qui est resté encore longtemps, c'est la honte en fait. Une honte énorme. Envie de tout laisser sous le tapis, la honte de dire mais j'ai participé à ça. Que je le veuille ou non, j'ai participé à ça. Donc j'ai favorisé ça. Alors que je me considère comme féministe, que je me sentais mieux que tout le monde parce que j'avais fait 5 années de sciences en médecine, parce que moi j'avais été regarder la politique dans les squats, je connaissais plein de trucs, ça pouvait pas m'arriver à moi quoi. Une espèce de honte vraiment viscérale de dire mais je suis vraiment nul quoi, là vraiment on peut pas me faire confiance, du coup en fait c'est terrible. Et de vouloir tout rejeter en bloc en fait, c'est toutes ces années où il s'est passé tant de trucs, l'essentiel excellent pour moi en fait, moi j'ai eu beaucoup de chance là-dedans, et de dire je vais mettre tout ça à la poubelle et brutalement parce que c'est horrible en fait ce qu'il y a derrière, c'est tellement horrible que je peux pas accepter ça, je peux pas assumer ça en fait. Ça a cheminé avant de pouvoir là enregistrer un podcast là-dessus. C'était, je peux pas assumer ça en fait, c'est horrible. Mais je comprends la culpabilité de pas avoir su voir, de pas avoir su détecter, de pas avoir su aider des femmes qui ont subi tout ça. Mais je crois que finalement, tu as été toi-même abusée dans cette situation, très clairement, par quelqu'un qui se prétend gourou, par quelqu'un qui dit avoir une élévation spirituelle et des enseignements, qui dit te connaître mieux que toi-même. Et qui manifestement a juste une entreprise pour servir sa propre démence, quoi. C'est un profil qu'on peut retrouver assez communément, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de faire cette émission, et que je te remercie beaucoup d'offrir ton témoignage, parce que c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est tellement commun dans le milieu du yoga, de la méditation, du tantra encore plus, parce que comme on le comprend bien, c'est très 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 propice à l'abus et au viol. Parce qu'il y a cet aspect spirituel derrière, cet aspect enseignement supérieur. Et on ne peut que, évidemment, se rappeler de Osho, de Bikram, du yoga Bikram, de Mooji, qui est le nouveau gourou là, qui est installé au Portugal. Et ça y est, il y a des scandales, d'abus, d'exploitation des gens. Et là, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a aussi des gros problèmes de santé avec des personnes qui sont mortes, et notamment une qui est morte des suites d'un cancer. Qui était curable. Voilà. Narcisse lui a dit de faire de la diète et beaucoup de yoga, et ça allait. Elle avait 30 ans, un cancer localisé du sein. 1 an plus tard, elle était métastasée, elle est morte, et sa mère se bat encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai découvert cette histoire-là à la suite de tout ça, là, où sa mère en fait a dit mais en fait ça fait des années que ça dure. Moi je me bats contre cette école-là. Ils ont tué ma fille quoi. Ouais. Parce qu'il guérit les gens de tout, du cancer, etc. Et là, en l'occurrence, il lui avait conseillé aussi de boire son urine et de boire son sang menstruel. Parce que, comme chacun sait, ça guérit le cancer. Là, on voit un cas dramatique d'une personne qui a clairement perdu la vie à cause de croyances infondées, de manipulation mentale, etc., etc. Mais finalement, si on fait le bilan, on est face à une organisation qui fait de l'exploitation financière, qui occasionne des dégradations psychologiques et de la manipulation mentale, parce qu'on voit aussi, il y a des témoignages, notamment des reportages, des témoignages écrits, etc., de personnes qui disent clairement qu'aujourd'hui, elles sont complètement paumées, complètement dans la confusion, et surtout dans le traumatisme. Et tel que tu décris
Cette école, on comprend bien qu'elle est très attirante, et j'ai l'impression qu'elle est particulièrement attirante aussi pour les personnes traumatisées qui se disent que elles vont trouver un recours, quelque chose qui va les aider à sortir d'un traumatisme personnel, et qu'au bout du compte, avec cette histoire de viol, d'abus, de manipulation mentale, c'est du traumatisme qui vient s'ajouter à un traumatisme initial. Donc les personnes sortent de là complètement détruites, certaines, en tout cas. Tout à fait. Quand j'étais dans l'école, les 3/4 à peu près des gens étaient traumatisés ou physiquement, ou psychiquement, ou spirituellement, avant d'arriver dans l'école, voilà. Et voyaient l'école comme un système de soins. Et un quart était comme moi plutôt juste curieux de l'ésotérisme et de vouloir regarder ce qui se passe. Et quand je vois à quel point j'ai été à fond dedans et j'étais prêt à tout donner pour le maître et pour l'école, après 3 mois là-bas intensifs, je me dis, mais si en plus j'avais été traumatisé, si j'avais été isolé, si j'avais été fragile dans mon état, je comprends malheureusement que trop bien à quel point les femmes, parce que c'était surtout des femmes, même s'il y avait aussi des hommes usés, mais des femmes qui se retrouvaient à être exploitées financièrement, c'est-à-dire à travailler des heures et des heures sans compter pour l'école, en étant payées une misère, ou pas payées du tout, du bénévolat, et exploitées même au niveau domestique. Ça allait jusque-là, où une femme décrivait après coup, quand tout ça a explosé, qu'elle restait des heures et des heures, il n'y avait pas que elle, à faire le ménage chez Narcisse, à s'occuper de ses courses, à faire tout pour lui, et où elle était traitée comme de la merde, quoi. Oui, là, ça se rapproche vraiment de l'esclavage domestique, de l'esclavage moderne, quoi. Et parmi les témoignages qu'on peut glaner sur Internet, on peut vraiment identifier des troubles de stress post-traumatique avec de l'anxiété, de la faible estime de soi, des flashbacks. On voit vraiment que les personnes sont abîmées, quoi, et c'est d'autant plus dramatique et triste d'observer ça que, effectivement, au départ, c'était des personnes qui étaient en demande de secours, en fait. Tout à fait. Et une de mes collègues avec qui j'étais devenu prof de yoga, quand je suis revenu 2 ans après, elle était sortie avec Narcisse, et elle était devenue hyper importante dans l'école. Et quand je suis revenu 2 ans après, elle n'était pas du tout épanouie. Elle était épuisée, lavée, rincée. Elle faisait le même boulot de marketing et de communication qu'elle faisait dans sa vie d'avant. Ouais. Mais elle le faisait gratuitement, ou en tout cas très peu payé pour l'école. Et elle n'en pouvait plus. Moi, quand je lui ai dit, je reviens à faire les niveaux, elle m'a dit, j'aurais bien aimé avoir le temps de faire ça, mais j'ai pas du tout le temps pour avancer, en fait. Alors qu'elle était dans le sein des saints. Elle était auprès du maître. Donc elle aurait dû être d'autant plus épanouie, d'autant plus libérée de la charge terrestre, on va dire. Et elle est partie quelques mois plus tard et elle n'était plus dans l'école, quoi. Que de choses finalement si banales, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, dans ces milieux-là. Ouais, le truc c'est qu'on imagine effectivement que c'est un cas isolé, qu'il est dément, qu'il est un peu taré. Et aujourd'hui, je pense personnellement que oui, il l'est. Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est pas juste quelqu'un d'un peu taré qui arrive au pouvoir et qui du coup fait n'importe quoi. Parce que Narcisse venait lui-même d'une école en Roumanie où il y a vu exactement les mêmes problèmes. Et il ne s'en cachait pas. Il disait que son maître était aussi en Roumanie dans l'école de Misa. Alors ce qu'il disait publiquement, c'était qu'il avait renié son ancien maître parce qu'il avait eu des problèmes de sexualité et que lui, Narcisse, voulait faire une école pure et sans problème de type sexuel. On voit le résultat. Voilà, on voit le résultat. Et j'ai appris ensuite par des coordinateurs très proches de Narcisse que c'était sa façade publique, mais qu'en fait, il avait toujours gardé son lien, qu'il était très content d'aller à Misa. Et il m'a dit, mais non, nous, en tant que coordinateur, on allait aussi de temps en temps là-bas, il nous invitait à y aller, à s'inspirer de là-bas. Donc, c'était pas du tout l'image du pur chevalier tantrique qui s'évade de la mauvaise école tantrique qui abuse et qui viole des femmes pour aller faire du pur tantra blanc et rouge, mais pur, comme lui le présentait en Thaïlande. En fait, c'était la suite, exactement la même chose. Et ce que j'ai appris aussi par un autre grand professeur de l'école, je suis désolé, du coup, ça reste vague, mais bon, j'ai pas demandé leur autorisation pour parler de ça, c'est que Narcisse, il s'est fait virer de cette école à Misa. Lui raconte qu'il a trouvé ça horrible, les scandales. Du coup, il est parti de son propre chef en Inde, puis en Thaïlande. Il s'est fait virer, apparemment. Alors, il faudrait préciser ce qu'est Misa, parce que c'est une secte sexuelle qui est en activité depuis des décennies, depuis les années 70, depuis la Roumanie. Misa, c'est l'acronyme de Mouvement pour l'intégration spirituelle dans l'absolu, rien que ça, et qui a été créé par un Roumain, donc, qui s'appelle Grégorian Bivolaru, qui est le maître, effectivement, de Narcisse Tarco. Et cette personne-là, il faut le préciser, elle est poursuivie à un niveau international, donc elle a un mandat Europol contre elle. Elle a été condamnée pour agression, viol sur mineur, et ce Bivolaru annonce tout à fait officiellement qu'il a pour mission de coucher avec 1000 vierges pour atteindre l'éveil.
Donc c'est sa philosophie et c'est ce qu'il enseigne. Alors exactement sur les mêmes principes que ce que tu décris, c'est-à-dire quand on creuse ce que enseigne Misa, qui est aujourd'hui sans doute la plus grande école de tantra au monde avec 250 centres dans 16 pays, y compris en France, je le précise. C'est vraiment un mouvement qu'on ne connaît pas, mais qui est là et qui est bien là. Donc Bivolaru a fui la Roumanie en 2004. On voit bien les dates aussi avec la création d'Agama dans cette même période. Après avoir été condamné donc par la justice, il s'est enfui. Il a été réfugié politique en Suède. Puis il a été arrêté à Paris en 2016, puis relâché. Alors là, ça pose question quand même. Sachant que, de même que Narcisse Tarco se targuait d'avoir les autorités thaïlandaises dans la poche, eh bien, moi, j'ai rencontré une ancienne adepte de cette secte Misa, victime de viol par Bivolaru, qui dit, elle aussi, que Bivolaru se targue d'avoir des appuis politiques dans différents pays, y compris en France. Donc là, on n'est effectivement plus dans le psychopathe isolé, on est dans un système international. Et comme tu le dis, il y a très clairement des liens entre Agama et Misa. Et aujourd'hui, cet ensemble d'écoles, quel que soit son nom, parce que les écoles Misa s'appellent Misa, les écoles Agama s'appellent Agama, mais on a bien un réseau international et il est surveillé par Europol, il est surveillé par la Miviludes, il est surveillé par les associations françaises de lutte contre les dérives sectaires et à l'international. Donc là, tu es tombé dans un système qui te dépassait complètement et où les ficelles qui étaient utilisées étaient bien rodées. Et du coup, la première école Amazonte au Mexique, qui s'appelait Hridraya Yoga, a maintenant son emplacement principal en France. La plupart de mes amis qui sont encore dans le système de yoga et qui ont fui à Agama sont arrivés là-bas parce que, à l'époque, en tout cas, il n'y avait aucune allégation là-bas. Et à l'époque, Sahajananda, qui est le chef là-bas, le gourou, disait, lui, s'être barré d'Agama justement parce qu'il y avait les mêmes choses. Donc, il revoyait ça à Misa, il a revu ça à Agama, il s'est barré. Donc, il est passé par Misa, il est ensuite passé par Agama, voilà. Et maintenant, il a créé son école à lui, Hridraya, en disant qu'il a quitté ses anciennes écoles pour les problèmes de sexualité. Tout à fait. Et on peut espérer que lui, ce soit de bonne foi. Maintenant, on ne peut pas le croire. Parce que c'est peut-être vrai, et ce serait très bien, mais sauf que dans ce que tu décris, c'est... Moi, j'avais l'image d'Agama et Hridraya avec des frères de cœur qui avaient étudié ensemble, et un était devenu un peu taré, mais l'autre était resté sain et clean et un vrai yogi. Bon, manifestement, quand même, il a été dans les principaux responsables de Misa. Ça dit tellement tout. Ça dit tellement tout. Misa est accusé de trafic d'êtres humains. Enfin, c'est... Alors voilà, moi j'ai aucune donnée sur Hridraya depuis quelques années en France, et je sais que j'ai des amis qui sont là-bas et qui eux ont, j'imagine, toute la bonne foi, la bonne intention, mais de toute façon, ne serait-ce que parce que les connaissances sont les mêmes, en fait sont les mêmes, et Hridraya sont les mêmes, à Agama sont quasiment les mêmes qu'à Misa à l'époque, de toute façon, rien que pour ces choses-là qui en soi sont des facteurs de manipulation et d'abus de faiblesse, je déconseille fortement d'y aller. Et j'ai découvert par des coordinateurs qui connaissaient bien Narcisse que 95% des enseignements d'Agama venaient directement de Misa. Même les vieux professeurs disaient en rigolant que c'était du vieil anglais dégueulasse, traduit n'importe comment du roumain. Et les quelques 5% rajoutés sont un peu nazes en fait. C'est sur la musique, c'est sur les films, c'est les ajouts de Narcisse, c'était pas top quoi. Ouais. Oui, et comme Hridraya est issu d'Agama, eh bien Hridraya enseigne encore... bien entendu, les enseignements de Misa. Ils ont fait leurs propres enseignements, mais de ce que j'ai compris, ça ressemble quand même encore beaucoup. Mais, ouais. Alors eux, ils sont très clairement surveillés. Moi, j'ai des contacts qui m'ont bien confirmé que Hridraya, qui est donc implanté en France depuis 2019, donc juste après les événements dramatiques en Thaïlande. Et puis une autre école qui s'appelle Lista également, qui elle est aussi basée sur le tantra, la sexualité, mais avec un angle chamanique. Tout ça, c'est des choses qui sont considérées comme étant satellitaires, liées à Misa. Et comme manifestement ces gens-là se sentent tout permis, puisque ça fait des décennies qu'ils agissent de cette manière et qu'il ne se passe rien, ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas en prison. Voilà, ça se poursuit. Alors, comme tu dis, on ne peut pas dire de manière claire
qu'il y a des abus sexuels à Eritrea, qu'il y a des abus sexuels à Lista, mais vu le cadre, le simple cadre de ce qui est proposé, les enseignements, on voit bien que c'est propice à la dérive. C'est un terrain extrêmement à risque en tout cas. Et même malgré le fait que la plupart des gens, j'imagine comme moi, sont tout à fait de bonne foi, c'est même encore plus dangereux. Parce qu'en fait, quand on arrive, on voit que des gens de bonne foi qui eux vont très bien. Et ça facilite en fait l'entrée dans un système où il suffit qu'il y en ait un ou deux qui virent là-haut et ils sont protégés en fait par ce système-là de karma, de croyances, d'obstacles, tout ce qu'on a raconté là jusqu'ici en fait. C'est un univers qui est propice à ce genre d'abus. Et silencieux. Parce qu'en France, s'il y a des déclarations d'abus et de viol, ça ne se passera pas comme en Thaïlande. Mais encore faut-il que les femmes ou les hommes, c'est essentiellement les femmes, aillent jusqu'à la police avec tout le karma négatif que ça représente dans les croyances là. Et l'abandon, la désillusion qu'on doit accepter face à toute cette construction, tout cet idéal dans lequel on s'était projeté. Ouais. Sachant qu'il y a déjà des signalements qui ont été faits auprès des différentes institutions françaises, venant de l'ISTA comme venant d'Eritrea, et notamment, apparemment, un encouragement à se promener nu pour les femmes, et également des régimes alimentaires où on va dire à des gens d'aller vomir pour se purifier, des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est tout à fait en accord avec ce que proposait Agama. Ah oui, vomir pour aller se purifier, c'est une des 5 premières techniques de purification qu'on apprend dans le premier mois. Vamana Dhaoti, puisque ça a un nom un peu plus classe que vomir pour se purifier. Effectivement, c'est plus classe. Et pendant ce temps, Agama, qu'est-ce que c'est devenu ? Eh bien, Agama perdure. Agama a survécu en ville fantôme pendant au moins un an et demi. Puis il y a eu le confinement avec le Covid qui est arrivé. J'ai vu sur les photos quelques-uns des plus fidèles serviteurs, j'allais dire, mais les plus fidèles professeurs de l'école qui sont encore là-bas. Donc qui, eux, manifestement, n'ont aucun souci avec les déclarations ou, et c'est pas 100% impossible, je suis peut-être encore trop naïf malgré tout ça, qui se sont fait berner par les explications qui sont pourtant hallucinamment pas fiables et pas crédibles de Narcisse, qui nie tout en bloc, qui dit qu'il ne s'est jamais rien passé. Moi, je pense aussi qu'on peut envisager que certaines personnes sont elles-mêmes coupables de viol et ne peuvent pas sortir du système, sinon elles vont être dénoncées. Là, je pensais à des profs féminins, c'est pour ça que je disais ça. Mais oui, il y a aussi certains profs masculins ça n'empêche pas. On peut être une femme et avoir effectivement abusé d'autres personnes. Et on peut aussi avoir servi de passeur volontairement, en sachant pertinemment ce qui se passait. Et le fait de partir, c'est le risque de se faire dénoncer. On n'est plus couvert par le système. Donc il reste quelques-uns des profs là-bas et ils ont commencé à faire des cours en ligne un peu avant le Covid et ça a bien marché grâce au Covid. Et le dernier statement, la dernière annonce officielle que j'ai pu lire d'Agama, c'est notre école rouvre, tout va bien, toutes les dénonciations sont évidemment fausses et comme j'ai dit tout à l'heure, l'audit externe que nous avions commandité démontre que nous sommes tout à fait blancs, qu'il n'y a jamais eu de viol ou d'abus sexuel à Agama. C'est quand même fort. C'est quand même culotté. C'est culotté. Et on voit sur leur site internet, ils continuent avec des ateliers. Alors, ils en ont rajouté un nouvellement qui s'appelle Limite et consentement, le toucher conscient. Parce que forcément, ça c'est le premier atelier qu'on doit faire quand on arrive. Et là, effectivement, on retrouve un peu ce que tu décrivais, c'est-à-dire on dit très clairement dès le début qu'il faut du consentement, qu'il faut une démarche d'écoute de l'autre, de respect, etc. On a des séminaires comme l'art de mourir, la retraite du troisième œil, le rêve lucide, le pouvoir de votre yoni. C'est exactement les mêmes noms, ils n'ont même pas changé les noms des ateliers à l'époque. Et toujours cette histoire de lignée, de grands yogis, alors que voilà, c'est partout, on peut le trouver facilement sur Internet, mais qui va aller chercher les informations quand on pense avoir trouvé quelque chose de génial? Qui va aller chercher si Agama a des problèmes ou pas? Si on n'en a pas entendu parler, on ne va pas chercher. Et le site, de manière complètement éhontée et extraordinairement... moi, je dis naïve, mais en fait, pas tant que ça, parce que finalement, ça marche, manifestement. Continue à promouvoir la même chose, publiquement. Et il y a 2 ans, je me serais dit que c'était impossible que ça puisse continuer. Et avec tout ce que j'ai découvert et le fait que ce soit à répétition depuis des années, non, il y a de forts risques que ça continue en fait.
Et tant qu'il sera en Thaïlande, il sera probablement pas inquiété. Et du coup, il n'y a rien qui puisse être fait. Il y a des personnes qui ont essayé de déposer des plaintes internationales et c'est compliqué au possible, quoi. Qu'elles n'ont pas réussi. Ouais. Très compliqué en général, hein, quand on sort d'une secte, de pouvoir se faire entendre, surtout sur des violences sexuelles, s'il n'y a pas de témoins, etc., etc. C'est très, très compliqué. Mais là, encore plus, parce que manifestement, il y a un maillage. Et de manière très cynique, sur le site internet, sur la page d'accueil, il y a indiqué un petit texte qui, je trouvais, est très représentatif à la fois du fondement de la croyance et de ce qui la justifie, c'est-à-dire du vent. C'est « Nous ne pouvons être compris que par ceux qui ont la curiosité de se convaincre eux-mêmes. Le niveau final des enseignements d'Agama ne peut être utilisé ou avoir de la valeur que par ceux qui en suivent la méthode avec persistance. » Donc là, on a le condensé, c'est-à-dire ça ne peut être compris que par ceux qui veulent le croire. Ouais. C'est énorme. Et c'était dit explicitement dans l'école, à partir du mois 3 ou 4, c'est la manipulation et l'automanipulation est essentielle pour bien avancer plus vite dans le yoga. On vous manipule et on vous aide à vous manipuler vous-même pour que vous y croyiez plus. C'était dit explicitement. Je repense, c'est comme la personne que tu as invitée sur le coaching. On le sait, on nous le dit, mais vu qu'on me le dit, forcément, on ne va pas l'utiliser contre moi. Donc, justement, c'est clean de me le dire comme ça. C'est vraiment que la personne a une bonne intention, donc je vais le faire parce que ça a été dit. Donc, ça ne peut pas, en fait, se servir pour me manipuler. C'est pas possible. Ouais. Et aujourd'hui, donc, l'école Agama en Thaïlande fonctionne toujours, mais il y a aussi des écoles Agama en Inde, en Colombie, en Autriche, avec toujours des visiteurs chaque année qui vont arriver fraîchement dans ces écoles, en croyant trouver quelque chose qui va les aider. Bien sûr, et il y aura encore bon nombre de chercheurs de vérité qui rêvent de découvrir de nouvelles choses et qui seront ouverts à de nouvelles opportunités, quoi. Manifestement, il y a quand même pas mal de personnes qui ont voulu rester dans le circuit du yoga et des enseignements qu'ils avaient reçus à Agama. Tu parlais tout à l'heure du deuil que tu avais dû faire par rapport à l'école et à son maître. Qu'est-ce que sont devenues ces croyances, c'est-à-dire le fond, la pratique du yoga et puis la croyance en l'illumination, au chemin spirituel, ésotérique? Ça s'est fait étape par étape. Les 6 premiers mois, ça n'a pas bougé. Je me suis complètement écarté de l'école et de Narcisse, complètement, officiellement, etc. Mais dans ma tête, le chemin spirituel, les chakras, toutes les croyances, en fait, l'ensemble des croyances que j'avais acquis, notamment dans cette école et dans mon chemin spirituel ésotérique, restaient valides. Ce qui a changé et ce qui a fait évoluer au fur et à mesure, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. 2 ou 3 ans auparavant, j'avais rencontré l'esprit critique, la zététique. Un de mes meilleurs amis me dit j'ai découvert des gens, c'est exactement ce que tu veux faire. Ils mélangent de la science et étudient de manière sérieuse les croyances un peu pétées que tu peux avoir. Donc, je lui dis bon, c'est super. Donc, je commence la zététique. Ça t'a parlé? Et ça m'a parlé, évidemment. Moi, en fait, même au moment où j'étais le plus ancré dans l'école et dans toutes ces croyances, j'avais quand même encore un peu de doute en moi. Et j'acceptais de mettre ce doute de côté pour expérimenter. Parce que dans les principes du yoga, le doute était contre-productif. Et du coup, j'acceptais de le mettre de côté en me disant, je fais quelques années à fond. Je reprends mon doute, je regarde. Est-ce que les effets que j'ai eus correspondaient aux attentes de ce qu'on m'avait promis? Donc j'étais encore dans ce processus-là, si tu veux. Donc quand en plus on me dit, ce boulot, il a déjà été fait et déjà été analysé avec des gens sérieux par de la science, super, quoi. Ça rejoint ton projet d'origine. Mais exactement, c'est même tout à fait dans mon projet, quoi. Donc je me dis, génial, je commence les vidéos d'hygiène mentale que je trouve excellentes. La chaîne Hygiène mentale de Christophe Michel. Tout à fait. Je continue avec la tronche en biais, avec Mr Sam, qui me parle évidemment beaucoup, parce que Mr Sam était croyant aussi avant de devenir sceptique. Ça résonne avec pas mal de choses que j'avais appris en médecine, dans mon apprentissage scientifique, même au lycée. Donc je comprends la logique et je trouve ça tout à fait bien. Donc je passe 2 ans à commencer à être sceptique zététicien et prof de yoga ésotérique. Je n'y vois pas de contradiction. Je trouve ça même super bien, quoi. Et en fait, je dis que j'ai eu de la chance parce que la plupart de mes copains de l'école sont restés dans le milieu spirituel. Je les vois encore, j'ai encore amis sur les réseaux sociaux avec eux et ils sont plus que jamais dans l'ésotérisme, quoi, dans toutes les croyances. Et il y a fort à parier que si j'avais pas été en contact avec la zététique depuis déjà 2 ans et à commencer à étudier tout ça,
vu la souffrance que c'était en fait de se retrouver déraciné de mon système de croyances dans lequel j'étais ancré depuis plus de 6 ans, j'aurais sauté dans une autre école. Il y avait au moins 4 ou 5 écoles déjà avant que ça explose, l'école d'Agama. Des profs expérimentés me disaient mais Agama c'est limité, machin, va voir tel ou tel. C'est un meilleur enseignement, plus authentique. Voilà, tout à fait, en Inde. Donc j'avais déjà en fait des endroits où j'aurais pu aller quoi. Et je pense que j'y serais allé. Ou alors j'aurais construit mon école autonome en Normandie de massage ésotérique et de yoga ésotérique, mais pur, donc sans les problèmes économiques, de pouvoir et sexuels, quoi. Et à l'époque, avant que ça explose, j'avais déjà cette ambition-là en me disant je veux aussi mettre le côté sexuel parce que c'est dommage que ce soit un tabou en France et qu'il y ait beaucoup de souffrance à cause de... En gros, on tait la sexualité et par contre, il y a du porno partout. C'est comme ça qu'on a la découverte en tant qu'adolescent de la sexualité. Pour la plupart, c'est quand même triste. Donc, je vais faire une école tantrique. Bon, après l'explosion, je me disais, non, c'est trop dangereux, beaucoup trop... Enfin, déjà avant, je m'étais dit, ouais, j'aurais pas le courage. Pas le courage. Et là, après, je me dis, non, beaucoup trop dangereux. Je ferai une école juste purement spirituelle, tantra blanc, on parlera pas de tout ce qui est sexualité. Mais j'étais encore dedans. Et quand je dis 6 mois, c'est plus que ça, parce que 8 ou 10 mois après, je me retrouve en voyage avec mon petit ordinateur portable et j'enregistrais des vidéos yoga et zététique où j'expliquais les connaissances yogiques et pourquoi, a priori, elles étaient bonnes. Grâce à de la logique rationnelle. Donc, quand j'étais pas sûr, je disais, bon, bah, ça n'a pas été prouvé, ça, je sais pas, ça n'a pas été prouvé. Ça, bon, a priori, quand même, on a de bons éléments pour croire que c'est vrai, etc. Comme quoi, par exemple, à l'époque? Tu pensais que, par exemple, les chakras étaient prouvés ou que les énergies étaient prouvées, les énergies vibratoires? De souvenirs, parce qu'en fait, je les ai jamais publiées, ces vidéos, c'était trop compliqué à faire. Donc, j'en avais enregistré 2 ou 3 et je décrivais les chakras en disant, il n'y a pas de preuve formelle de ça, mais c'est la base sur laquelle s'inspirent la plupart des autres choses. Donc, pour comprendre, il faut quand même comprendre de quoi ça parle. Donc, je disais pas que c'était vrai, je disais que moi, j'avais expérimenté et que mes potes aussi, mais que c'était pas un niveau de preuve super fort, quoi. C'était ça que je disais. Oui, donc tu commençais à défricher, en fait, le scepticisme, le doute méthodique. Tu l'utilisais vis-à-vis de ta croyance, de manière peut-être un peu naïve parce que tu débutais, mais quelque part, tu avais ce désir d'appliquer quelque chose de fiable, un raisonnement fiable à tes croyances, ce qui est quand même assez... Je trouve une démarche tout à fait intéressante, de toute façon. Et c'est d'ailleurs le propre de la zététique. La zététique, c'est ça, c'est appliquer un doute méthodique, une méthode d'investigation, on va dire, fiable, pour comprendre un phénomène et savoir s'il s'agit spécifiquement d'une croyance ou si, effectivement, il y a des effets avérés. Donc, quelque part, tu étais complètement dans cette démarche-là. Ouais. Même si tu étais débutant et que donc forcément tu devais faire des erreurs de raisonnement et des choses comme ça, ce qui est tout à fait normal. Et même maintenant j'en fais encore plein alors que je suis plus trop débutant et les erreurs de raisonnement, je crois qu'on en fait plein. On est humain. Ouais. Mais ce qui était intéressant, on parle des fois de tâches aveugles ou de points aveugles dans notre capacité à raisonner. Et là, c'était exactement ça. C'est-à-dire que la théorie zététique, je la trouvais vraiment bien. L'esprit critique, la méthode scientifique, je trouvais ça très carré, très bien. Sur tous les sujets qui me touchaient pas ou de très loin, je changeais d'avis assez rapidement. Même les sujets qui commençaient à me toucher de plus près, la médecine alternative, l'astrologie. L'astrologie, ça me touchait quand même de plus près, mais... je comprenais, les arguments étaient tout à fait pertinents, donc j'ai remis en question assez rapidement l'astrologie, alors que c'était quand même un des trucs au cœur de l'école. Mais, et sans m'en rendre compte, c'était inconscient, c'est ça qui est quand même rigolo, quoi. C'était pas de la mauvaise foi. Je n'appliquais pas réellement ces principes à mes croyances de fond. Oui. Le yoga, les chakras, je pensais le faire, mais... T'étais moins rigoureux. Disons, en fait, je voyais la limite qui était... C'est mon expérience personnelle qui fait que je suis sûr de moi, donc je vois bien que dans l'échelle, c'est pas une preuve super. Mais il y avait aussi le fait que, vu du prisme du yoga, il y a 5 corps, et le 4e corps, c'est le corps mental, et le 5e corps, c'est le corps astral, c'est le corps causal, donc les causes-conséquences, le karma. Et si on part comme dogme que le yoga a raison, la zététique, l'esprit critique, ne pourra jamais atteindre le 5e corps, le corps causal. Donc en fait, quand je voyais que le zététique ne pouvait pas démontrer les chakras, on ne pouvait pas démontrer telle chose, mais que moi, je l'avais vécu personnellement, là, c'était plus fort, parce que je partais du dogme que le yoga avait raison, et si le yoga a raison, la zététique peut aller jusqu'au niveau 4. Ça peut étudier le corps physique, les émotions, le mental, mais pas le corps causal. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. La science ne peut pas éprouver, ne peut pas tester des choses qui ne font pas partie de la nature palpable, on va dire. Et surtout que dans les définitions du monde causal, notamment les synchronicités, dans la définition même, ça échappe à la science. C'est-à-dire que pour la science, ça sera du hasard. Et c'est dans la définition même. C'est comme ça qu'on sait que c'est du causal.
Ouais. Et que c'est beaucoup plus subtil que du pauvre lien de cause à conséquence qu'on pourra voir avec la physique, la chimie, etc. Sauf que c'est faux. Ça, pour le coup, c'est faux, puisque les synchronicités, entre guillemets, ce qu'on appelle les synchronicités dans le New Age, parce que là, ce que tu décris, c'est typique des croyances New Age, c'est le mental est limité. En étant éveillé, on a accès à un autre niveau de conscience qui fait qu'on dépasse la science, en fait. On dépasse les raisonnements classiques. Mais il se trouve que la science a étudié et étudie en permanence les corrélations et les causalités. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une chose est de l'ordre du hasard ou est-ce qu'elle est liée à une cause précise? Est-ce qu'elle se retrouve systématiquement pour une raison qu'on peut identifier ou pas d'ailleurs, mais est-ce que ça reste de l'ordre du hasard avec des données statistiques? Donc en fait, ça c'est une fausse croyance qu'on a dans le New Age, qui est de croire que la science ne peut pas évaluer si quelque chose est dû au hasard ou pas. Elle le peut. Après, elle ne peut pas forcément identifier la source de cette causalité, mais elle peut identifier qu'il y a quelque chose qui est là, et qui est un phénomène, voilà, qui est un phénomène à part entière. Il y a toujours une part d'incertitude, ce qui est justement ce que je trouve aujourd'hui très beau dans la science. Et ça se trouve, elle l'identifie à tort ou elle l'identifie pas à tort, mais c'est le principe d'évoluer en permanence. Donc ouais, l'idée du corps causal, c'est une porte de sortie en fait, pour moi aussi, de dire, pour le coup, ma croyance là-dessus, l'esthétique, tu peux pas tester. C'est quand même trop fort. Ouf. Et l'autre croyance, c'était l'homéopathie, qui était ma prof de yoga-thérapie, que j'avais continué à suivre là des années, en devenant yoga-thérapeute. Elle était homéopathe, mais vraie homéopathe, je mets des guillemets, parce que justement, c'est comme la vraie astrologie, si tu veux. C'est pas de l'homéopathie comme on voit en France, une pharmacie, arnica pour tous les symptômes, en mode médicament européen, quoi. Non, c'est l'homéopathie subtile et ésotérique. Alors, ça serait des heures à expliquer, mais en gros, c'est l'homéopathie traditionnelle, où chaque traitement est spécifique d'une seule personne sur des arguments physiques, mais aussi des arguments subtils, énergétiques, etc. Et donc, quand je voyais que les esthéticiens avaient testé l'homéopathie type Europe avec le même traitement pour un symptôme et vu que ça marchait pas mieux que le hasard, moi, ça me faisait doucement rigoler. Non, bah oui, mais ils connaissent pas la vraie théorie derrière l'homéopathie, le vrai côté justement subtil, l'essence de l'homéopathie. Donc forcément, si tu testes l'astrologie en regardant l'astrologie des médias people, tu vas voir que ça marche pas. Alors que la vraie astrologie, ça marche pas non plus. Mais ça, voilà. ça marche, mais pas pour les raisons qu'on croit. Voilà, ça marche, mais exactement. C'est un vrai problème. En fait, tout ça, on en revient toujours à la force émotionnelle, cognitive de nos expériences personnelles. C'est-à-dire qu'on a tellement de mal à appréhender l'idée que notre expérience, aussi forte soit-elle, aussi extraordinaire soit-elle, aussi bouleversante soit-elle, n'a pas forcément valeur de preuve. Et ça, c'est très, très difficile pour chacun de nous de le comprendre et de l'accepter. Parce que la science, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose un cadre rigoureux où tout est mis à plat, on sort de l'émotion, on met les choses à plat, on essaie de trouver un contexte d'étude qui va être dénué de tout biais cognitif, biais émotionnel, etc. Et on va étudier statistiquement les choses. Évidemment, dans notre expérience personnelle, on ne peut pas étudier statistiquement. On est notre propre cobaye, entre guillemets. On n'a pas un éventail de 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes pour étudier un élément bien précis, savoir si oui, il y a une action d'un facteur sur cette population ou pas. Et étrangement, l'esprit humain est fait de telle sorte que on va se dire que notre expérience, elle vaut plus, elle a plus de valeur qu'une expérience sur 1 million de personnes. Et il y a des expériences, notamment en astrologie, qui ont été faites sur des populations de plusieurs millions de personnes, où on voit que non, le signe astrologique, la date de naissance, n'a pas forcément d'impact sur la santé, par exemple, ou sur tel ou tel parcours de vie. Alors ça, je renvoie les auditeurs à l'émission Shocking que j'ai faite avec un ancien astrologue qui, lui, a fait ce travail d'analyse que tu as sans doute écouté, j'imagine. Tout à fait. Et qui, justement, revient sur tous ces points-là et qui, lui, était persuadé de sa pratique, de ses expériences, et puis qui, lorsqu'il a découvert le doute méthodique, s'est confronté à des études, parce que, encore une fois, la science s'intéresse beaucoup à tous ces sujets. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites sur l'astrologie et sur tout un tas d'autres domaines, comme l'homéopathie et comme les synchronicités aussi, d'ailleurs, auquel il faut avoir le courage de se confronter et de se dire, ok, par rapport à mon expérience, c'est une autre perspective qui vaut la peine d'être écoutée, ouais, c'est ça. Prise en compte. D'ailleurs, sur l'astrologie, il me semble bien que c'est ton Shocking avec Serge Brett-Morel qui m'a fait changer d'avis. Disons que je doutais beaucoup plus parce qu'au fur et à mesure je déconstruisais et qui m'a fait dire ok, en fait l'astrologie telle que je l'ai vécue personnellement et qui fonctionnait, en fait de manière sceptique avec l'esprit critique, a priori non, ça ne fonctionne pas tel que je l'avais compris en tout cas. Alors
par rapport à ton blog où tu continues à expliquer à tes amis où tu en es. Il y a aussi toute cette déconstruction ou cette construction intellectuelle autour du scepticisme. Alors, en avril 2019, tu parles de pensée critique sur les vaccins. En septembre 2019, tu parles de l'arrêt des cours de yoga. Donc là, tu prends la décision de quitter la pratique en tant que prof. Toujours en septembre 2019, tu parles quand même de concilier la pratique du yoga avec l'esprit critique. Donc même si tu n'es plus prof, tu veux quand même garder ça. En février 2020, tu t'investis dans un collectif, alors tu vas nous en parler, qui s'appelle Septicant. Et tu parles du fait que tu fais des massages bien-être, que tu commences à remettre un certain nombre de choses en doute, comme les chakras, les énergies. Et même tu parles aussi de bienveillance. Alors parle-nous un peu de cette remise en question, vraiment là, au moment où tu t'investis dans cette association sceptique. Donc comme je te disais, il restait 2 bastions dans mes croyances fortes, c'était l'homéopathie et les croyances fondamentales sur le yoga ésotérique. L'homéopathie, j'ai fini par le déconstruire aussi, parce que j'avais vécu ça, mais c'était pas ma pratique personnelle. Et il restait vraiment le bastion des chakras et des énergies où, comme tu l'as très bien expliqué juste avant, c'est mon expérience personnelle. Tous les jours, je fais du yoga, tous les jours, je sens mes énergies qui bougent dans mon corps et ça me fait un effet physique, émotionnel et mental. Et tu sens les points des chakras. Je sens les chakras, je sens les mouvements d'énergie dans mon corps, en dehors du corps, je sens les effets des chakras sur des choses un peu paranormales, encore à ce moment-là. Ça ne peut pas être faux. C'est impossible, en fait. C'est pas possible. C'est comme si on te disait ton bras droit n'existe pas. En fait, on t'a fait croire que tu avais 2 bras, t'en as qu'un. C'est impossible. Donc, je suis devenu sceptique. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, même ça fait plus que ça fait 3 ans, mais ça fait 1 an et demi que je travaille plus fort le scepticisme. Je suis devenu sceptique. J'ai remis en question pas mal de mes croyances, notamment sur les vaccins, où j'étais pro-vaccin, puis après j'étais anti-vaccin, et avec le scepticisme, je redeviens plutôt pro-vaccin, etc. Et je me dis, tiens, maintenant que je suis devenu un bon sceptique, je vais pouvoir utiliser le scepticisme pour démontrer que j'ai raison. La preuve que j'étais pas un bon sceptique, parce qu'on démontre pas qu'on a raison, on essaie de démontrer qu'on a tort, et si on n'y arrive pas, alors c'est plus solide, mais bon, bref. Donc je me dis, je vais me servir du scepticisme, et c'est notamment les vidéos dont je parlais, je vais me servir du scepticisme pour aller questionner mes croyances, mais je sais qu'elles sont vraies. Donc, quels que soient les tests ou quels que soient les trucs que je vais pouvoir faire, je sais à 100% que je vais tomber sur un résultat positif qui va dans mon sens. Je voulais utiliser la zététique pour prouver que le yoga est vrai. Donc tu étais dans ce qu'on appelle un raisonnement motivé. C'est-à-dire que tu avais déterminé ton objectif, le résultat auquel tu voulais arriver, avant de mener le raisonnement critique. Tout à fait. Donc tu étais en plein biais de confirmation. Tu voulais confirmer ta croyance. Mais ouais, parce qu'en fait c'était tellement sûr pour moi, il n'y avait pas de possibilité réaliste que ce soit faux. Alors je jouais à mettre de doute, faire le pas de côté, faire comme si c'était peut-être pas vrai, mais je savais que c'était vrai au final. Tu jouais au sceptique. Oui, je jouais au sceptique, exactement. C'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou des étoiles sur votre appli de podcast. Pour que cette émission arrive aux oreilles du plus grand nombre, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à soutenir ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité. Merci beaucoup à tous et à toutes, cela me touche beaucoup. Si vous aussi vous voulez faire un don ponctuel ou mensuel, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le dénouement de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.